à quelques secondes de cette conférence de presse importante du premier ministre François Legault, du Dr Arruda, pour refaire le point sur la situation à Montréal. C'est l'épicentre de toute cette crise au pays, la situation à Montréal, dans les CHSLD, entre autres, dans la communauté, dans plusieurs quartiers. Et comme ça avait été le cas dans d'autres grandes villes de la planète, on voit que c'est les quartiers où il y a une densité de gens socio-économiquement plus pauvres, avec une densité plus forte, qui sont davantage touchés. Montréal-Nord, il y a le cas de tous ces employés dans le réseau de la santé, dans les CHSLD, les préposés aux bénéficiaires qui reviennent à la maison, qui sont infectés. D'où l'importance de faire des tests beaucoup dans ces quartiers pour pouvoir éviter une contagion plus importante. La situation dans les CHSLD, Sébastien Bovet, est loin d'être réglée à Montréal. Vigie, Mont-Royal, un CHSLD au bord de l'autoroute métropolitaine à Montréal, est à 100 % infecté. C'est absolument inouï. Vous parliez des forces armées juste avant la pause qui vont rester un mois de plus. Ils y sont là-bas, d'ailleurs, avec du personnel courageux pour tenter. Il y a eu plus de 70 morts juste là-bas. C'est terrible, là, la situation des CHSLD encore. On souhaite que ça ralentisse, mais il y a encore des situations extrêmement douloureuses. Il y en a 48 CHSLD dont la situation est jugée critique. Critique, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de 15 % des résidents qui sont infectés par la COVID. Le gouvernement a recommencé à publier sa liste des CHSLD critiques, mais c'est une liste qui est très limitée parce qu'il n'y a que les CHSLD qui relèvent du gouvernement ou les CHSLD privés conventionnés. Là. Il n'y a pas les résidences pour personnes âgées. Donc, on n'a pas un portrait complet de la situation dans les milieux de vie pour aînés, c'est comme ça qu'on les appelle. Mais il y en a certains dans certains CHSLD où il y a eu jusqu'à 80 morts depuis le début de la pandémie. Et donc, il y a encore un champ de bataille à mener dans les CHSLD. On en parle un peu moins depuis quelques jours parce qu'on a beaucoup parlé des quartiers à Montréal puis des tests qui y sont faits, mais il y a encore une situation critique dans beaucoup de CHSLD. Ça avait été le cas d'ailleurs à Laval, à Sainte-Dorothée, 100 %, quand même inouï, 100 % des résidents infectés. CHSLD Vigie Mont-Royal, 100 % des morts par dizaines dans un même établissement. Vous imaginez, là, c'est ça. Ça restera l'image d'horreur de cette crise, bien, ça restera ça pour plusieurs années. M. Legault, d'ailleurs, s'en cache pas. Sébastien, il l'a répété à l'Assemblée nationale hier. On n'était pas prêt. Pour faire face à cette crise dans les CHSLD. Et il promet une refonte en profondeur. Évidemment, là, on gère la crise, on a le nez collé sur la vitre, puis on essaie d'éteindre les feux. C'est un peu ça qu'on essaie de faire en ce moment, notamment avec l'armée. Mais à un moment donné, il va y avoir une réflexion à faire sur la façon dont on s'occupe de ces gens-là. Pas nécessairement qu'on les soigne, mais qu'on s'occupe d'eux, qu'on leur donne une certaine dignité, en fait, qu'on donne des soins dans une certaine dignité. On s'aperçoit que l'élastique était étiré au maximum puis qu'il a simplement... c'est un énorme virus sournois et mortel, mais déjà, la situation était fragile et la COVID a évidemment empiré ça, multiplication par 100 à peu près. Alors, elles et ils arrivent, ils s'attablent. Le lieu c'est à la Place des Arts à Montréal. On a donc monopolisé une salle, la 5e salle, je crois. Donc, on a mis l'espace nécessaire pour que les gens soient, en principe, à 6 pieds. On voit le premier ministre. Ils sont tous arrivés masqués. La mairesse de Montréal, la directrice de la santé publique de Montréal, ainsi que le Dr Arruda, bien sûr. Et je ne vois pas Mme Rouleau, mais elle doit être à l'autre bout de la table, si elle est là, attablée. Si on peut... Le caméraman ne m'entend pas, mais s'il peut aller de l'autre côté. Bon, on va écouter le premier ministre. Allons-y. D'abord, je veux vous dire, je suis content, après 2 mois, de revenir à Montréal. Ça m'a fait du bien de coucher chez moi hier soir. Ce que vous savez probablement, j'habite à Montréal. Je viens de Montréal, là, de Sainte-Anne-de-Bellevue. Ça, c'est la plus belle ville au Québec, c'est sûr. Ma mère est toujours là. Trop toute seule, mais bon, on pourrait en parler longtemps. Je veux saluer d'abord la ministre de la Métropole, Chantal Rouleau. Je veux saluer le docteur Arruda et la docteure Drouin, Mylène Drouin, donc de la santé publique du Québec et de Montréal. Puis je l'ai gardé pour la fin. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, avec qui j'ai eu une bonne discussion
ce matin, puis on s'est entendu sur quelques annonces que je vais faire tantôt après le bilan. Mais je veux profiter de l'occasion, Valérie, pour te féliciter aussi tous les employés de la Ville de Montréal. Vous avez été impliqués, on savait au début, on était inquiets, par exemple, en itinérance. Vous avez ouvert des refuges, des centres, puis les employés de la Ville se sont impliqués, donc bravo. Même chose avec les banques alimentaires. On l'avait dit, on ne voulait pas que personne manque de nourriture, mais ça prenait évidemment des gens pour l'organisation. Donc, les employés de la Ville ont participé. Donc, de ma part, remercie-les, puis bravo pour ce que vous avez fait. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je commence donc avec le bilan du jour. On a 131 décès, un total de 3 351. Évidemment, derrière ces statistiques, il y a des vraies personnes, des familles, des proches, donc il faut penser à eux. On a 40 724 cas confirmés, une augmentation de 793. On a 1834 personnes hospitalisées. C'est une diminution de 42. On a 190 personnes aux soins intensifs, une diminution de 4. Bon, quelques commentaires avant les annonces. D'abord, concernant les fameux tests, bonne nouvelle, on a prélevé 13 291 tests. Donc, ça veut dire qu'on se dirige graduellement vers notre objectif. Là, rappelez-vous, on voulait passer de 6 000 à 14 000. On continue de mettre de la pression. Encore un peu d'effort. On devrait être capable d'y arriver. Évidemment, la majorité de ces tests sont faits à Montréal. Concernant le personnel, ça augmente tranquillement, mais sûrement. Pour une 4e journée de suite, on a des employés qui reviennent dans le réseau après un congé, une quarantaine, une absence pour toutes sortes de raisons. Donc, ça s'améliore. Autre bonne nouvelle, on a eu des discussions dans les dernières heures avec les forces armées. Ils nous ont confirmé qu'ils prolongeaient jusqu'au 12 juin la présence des soldats dans les CHSLD. Donc, on avait des petites inquiétudes là, que ça se termine. Donc, on prolonge là, d'un 30 jours. Donc, c'est une bonne nouvelle. Par contre, quand on regarde la situation dans son ensemble, la situation reste très fragile à Montréal. Vous le savez, un peu partout dans le monde, on a toutes les mêmes conditions pour déconfiner, que ce soit à New York, que ce soit à l'OMS, que ce soit en Europe. Il y a des conditions pour déconfiner. La première, c'est une baisse des hospitalisations. Donc, vous l'avez vu tantôt, ça baisse un peu. Donc ça, c'est encourageant de ce côté-là. La deuxième condition, c'est une baisse des décès. Là, il faut regarder effectivement jour par jour, mais on ne peut pas dire qu'on voit de façon significative une baisse des décès. Donc, il faut évidemment que la situation continue de s'améliorer. Il faut aussi faire plus de tests. Donc, je suis content de voir qu'on est à plus de 13 000 prélèvements, qu'on devrait arriver à notre objectif de 14 000, surtout à Montréal. Donc, ça va respecter les règles de temps de tests par 100 000 habitants. La dernière condition, c'est peut-être la plus difficile à remplir, c'est le nombre de lits disponibles dans les hôpitaux, autant les lits réguliers que les lits en soins intensifs. Là, il faut bien se rappeler, au début de la pandémie, on avait libéré 7 000 lits. Là, on a graduellement redonné ces lits-là parce que, bon, on n'utilise même pas 2 000. Donc, ça serait possible d'avoir accès à des lits supplémentaires. Le problème, c'est le personnel. Je reviens donc avec le personnel. C'est bien beau dire on ouvre demain matin s'il y a un problème, 1 000 lits de plus, mais ça prend le personnel et c'est là qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire. Donc, en conclusion, malheureusement, les conditions ne sont pas réunies dans le Grand Montréal
pour déconfiner. Donc, j'en ai parlé avec Valérie, et donc je vous annonce que les écoles les écoles primaires qui devaient ouvrir le 25 mai, bien, on reporte l'ouverture. Puis étant donné la fin de l'année scolaire qui est à peu près à la mi-juin, mais ça ne vaut pas la peine de reporter vraiment. Donc, on reporte à la fin août, début septembre, l'ouverture des écoles dans le Grand Montréal. On va quand même faire des efforts. Il y a certaines écoles spécialisées pour, entre autres, les enfants handicapés, où on va regarder si on est capable d'aider les parents. Concernant les services de garde, ça devait ouvrir le 25 mai. Ce qu'on fait, c'est qu'on reporte l'ouverture des services de garde au 1er juin et on va suivre la situation d'ici le 1er juin. Donc, évidemment, les services de garde, ça ne se termine pas à la mi-juin comme les écoles. Donc, si on est capable de les ouvrir en juin, on va les ouvrir en juin si les fameuses conditions sont remplies. Bon, maintenant, il reste toute la question des commerces. Et puis, bon, Valérie me disait, puis bon, moi aussi je l'entends, comment il y a de l'inquiétude chez certains entrepreneurs, chez certains commerçants. Surtout là, ils voient que dans le reste du Québec, les commerces sont ouverts. Ils voient aussi certaines grandes surfaces qui vendent pas seulement de la nourriture. Donc, il y a comme une compétition qui est un peu injuste. Donc, on maintient le cap, mais il faut que les chiffres s'améliorent pour qu'on soit capable d'ouvrir les commerces le 25 mai. Ce qui pourrait peut-être nous aider, c'est l'utilisation des masques. Je vais vous en parler tantôt, là, mais si à Montréal, on voyait plus d'utilisation des masques, incluant dans les épiceries, ça pourrait peut-être aider à convaincre la santé publique d'ouvrir les commerces le 25 mai. Là, je comprends certaines personnes d'être un peu découragées dans les commerces, là, mais bon, il faut faire passer la santé en premier. Parlant des masques, on a parlé beaucoup, Valérie et moi, c'est un sujet chaud depuis quelques jours. On a convenu, le gouvernement du Québec va aider financièrement la Ville de Montréal, les villes, la CMM, puis en particulier les sociétés de transport. Parce qu'on souhaiterait vraiment, là, je pense que c'est Mme Drouin qui nous montrait des photos ce matin du métro. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui ne portent pas le masque. Donc, on souhaiterait que tout le monde porte un masque. Bon, on va aider financièrement, puis on a aussi certains fournisseurs avec qui on a commencé à travailler, parce que, comme je vous l'ai dit, depuis 2 mois, on a travaillé sur cette possibilité d'être obligé de donner des masques à toute la population. On avait commencé, bien sûr, par les masques pour le personnel de la santé. C'est pas simple, là. 1 million de masques, c'est une chose. 10 millions de masques, c'est pas mal plus compliqué. Mais on est capable, je pense, ensemble, puis je demande évidemment l'aide de la population, tous ceux qui sont capables de s'en fabriquer, de s'en procurer. On n'est pas encore rendu à obliger le port du masque dans les transports en commun, mais on ne l'exclut pas. Et Valérie et moi, là, on ne l'exclut pas. C'est important que les Montréalais, là, les gens du Grand Montréal, portent le masque dans les transports en commun, surtout si on veut penser à garder la possibilité d'ouvrir les commerces le 25 mai. C'est important que cette habitude-là soit mise en place. Valérie nous disait aussi que c'est important qu'on fournisse des masques pour les quartiers qui sont plus touchés, comme Montréal-Nord, les quartiers où il y a des gens plus vulnérables. Donc ça aussi, j'ai accepté, puis on va aider financièrement Montréal. Un peu plus tard cet après-midi, je vais rencontrer les PDG des CIUS et des CHU, donc les hôpitaux, les 16 PDG de Montréal. Évidemment, ce que je vais vouloir discuter avec eux autres, c'est pourquoi il y a eu autant de décès, pourquoi il y a eu autant d'infections, quelles sont les directives qui sont données, autant dans le secteur public que dans le secteur privé. Parce que là, on est en train,
Je voyais l'Ontario qui passait une loi pour être capable de prendre le contrôle de certaines résidences privées, un peu comme on l'a fait dans le dossier Aaron. C'est sûr que les capacités d'agir sont différentes dans le public puis dans le privé pour les PDG des CIS, des CIUS. Donc, je vais pouvoir en discuter avec eux autres. Qu'est-ce qu'on doit faire, dans le fond, pour les aider? Qu'est-ce qu'on doit faire du côté du personnel aussi? Les personnes qui ont été infectées, mais qui ont fini leur quarantaine, moi, je veux m'assurer que ces personnes-là soient appelées, peut-être rencontrées, qu'on leur explique qu'on a tout le matériel de protection, mais que c'est important qu'ils viennent aider ceux qui sont là depuis 2 mois, puis qui ont besoin de répit, qui ont besoin de vacances. Donc, c'est un peu ça que je vais discuter avec les PDG. Puis bon, j'aurai l'occasion de vous en parler demain, étant donné qu'on va faire un autre point de presse ici demain. Mes remerciements du jour, ben, c'est pour les Montréalais. Pour les Montréalais, bon, c'était ici que c'était le plus dur au Québec, la pandémie. C'est ici qu'on reste confiné le plus longtemps. Donc, merci pour votre patience. Merci pour votre discipline. Évidemment, j'en profite pour vous rappeler que c'est important de rester à 2 mètres des autres personnes quand vous sortez, d'apporter un masque. Et évidemment, je répète mes remerciements de tantôt pour la mairesse et les employés. Là, merci et à tous les Montréalais qui ont contribué, je sais qu'il y en a qui l'ont fait aussi de façon bénévole, à ce qu'on passe à travers cette pandémie. C'est pas fini, donc il y a encore des efforts à faire, mais je pense que le meilleur effort qu'on puisse faire, c'est de porter un masque et de respecter les consignes. Donc, je veux aussi en profiter pour remercier Dr Drouin, qui a travaillé très fort depuis 2 mois et qui continue de travailler. Donc, merci beaucoup, Dr Drouin. Donc, je termine en vous disant, bon, vous le savez, le virus ne partira pas demain matin, il est encore là pour des mois, malheureusement, peut-être même des années. Donc, il faut changer nos habitudes. Je répète les 3 consignes. Quand on sort de chez soi, on porte un masque, on reste à 2 mètres des autres personnes, puis quand on revient ou quand on est à son bureau, on se lave les mains avec du savon. Donc, tout simplement, donc encore une fois, ben, merci à tous les Québécois. Je suis convaincu qu'on est capable de reprendre le contrôle à Montréal de la situation, puis de revenir à une vie un petit peu plus normale. On va faire ça comme il faut. Good afternoon. Bonjour. Je suis très content d'être de retour à Montréal. J'avais hâte de voir la situation sur le terrain et de rencontrer nos dirigeants de la santé sur le terrain. Nous savons que la situation est maîtrisée à l'extérieur de Montréal, mais c'est quand même assez fragile ici. Nous avons conclu que les conditions ne sont pas réunies pour rouvrir les écoles élémentaires à Montréal. Par conséquent, aujourd'hui, nous annonçons que les écoles ne vont pas rouvrir les portes jusqu'au mois d'août. Quant aux garderies, nous reportons leur ouverture au 1er juin, mais nous ne le ferons que si les conditions sont réunies sur le terrain. Nous allons encore s'offrir quelques jours afin de prendre une décision sur les commerces au détail. Un élément critique qui pourrait nous aider dans la réouverture, c'est que la majorité devrait commencer à porter un masque en public. Je le recommande fortement. Je sais que cela a été difficile pour les gens dans la région de Montréal. J'aimerais peut-être exprimer mes remerciements quotidiens aux Québécois et aux Québécoises qui vivent dans la région de Montréal. Merci de votre discipline, de votre patience et je répète, les 3 règles quand on sort de la maison, à savoir, on maintient la distance, deuxièmement, on porte un masque et 3, on se lave les mains quand on revient à la maison. Donc, je compte sur vous tous et toutes. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Madame la mairesse de Montréal, à vous la parole. Oui, merci beaucoup.
Je tiens tout d'abord à saluer mes collègues à cette table. Tout d'abord, le Premier ministre du Québec. Très heureuse que vous soyez là, Monsieur le Premier ministre. La ministre responsable de la métropole et de la région métropolitaine, Madame Rouleau. Le docteur Arruda, bien sûr, et le docteur Drouin. Je veux vous dire que ça me fait très chaud au cœur de vous accueillir aujourd'hui et je suis convaincue que les Montréalais et Montréalaises partagent mon enthousiasme. On a eu ce matin une excellente rencontre de travail, effectivement, puis ça nous a permis vraiment de discuter de différents enjeux et un des éléments dont je me suis entretenue avec le Premier ministre est la question de la possibilité que les inégalités s'intensifient à cause de la pandémie. Et je tiens à vous remercier pour votre ouverture à mettre en place des mesures ciblées pour les quartiers les plus touchés, mais également pour les populations qui sont plus vulnérables. Oui, à Montréal, la situation qu'on vit est plus difficile et je veux vraiment qu'on s'assure que l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. Et depuis le début de la crise, c'est ce que l'on fait. On travaille très fort pour arrimer tous nos efforts et toutes nos actions. Et je peux vous dire que les Montréalais et Montréalaises, ils sont solidaires et, comme vous le disiez, font preuve de beaucoup de discipline et de résilience. Et bien sûr, je les invite au cours des prochaines semaines, au cours des prochains mois, à continuer à le faire et on sera là pour les soutenir. Je suis d'ailleurs très heureuse de voir que de plus en plus d'entre eux adoptent le couvre-visage ou le masque. C'est une bonne chose, c'est une mesure complémentaire, on le rappelle, bien sûr à la distanciation de 2 mètres et de se laver les mains fréquemment, mais c'est vrai qu'à Montréal, malgré toute la bonne volonté du monde, avoir le 2 mètres en tout temps, c'est difficile, voire presque impossible. Alors, je me réjouis de l'aide du Premier ministre, du gouvernement du Québec, afin de distribuer des couvre-visages au sein du transport collectif et de différentes sociétés de transport de la CMM, mais également pour les populations plus durement touchées et les communautés vulnérables. Cette aide de la part du gouvernement du Québec va nous permettre de faire une distribution massive à la population et, comme je le disais, on doit s'assurer que ce travail-là se fait à la grandeur dans la région métropolitaine pour avoir une cohérence. Et on va bien sûr, à partir de ce moment-là, évaluer la pertinence de rendre obligatoire le port du masque dans les transports collectifs. Ce sont des discussions qu'on va avoir avec les différents partenaires. Par partenaire, je parle bien sûr de la santé publique de Montréal, mais également de celles et ceux de la région métropolitaine. Alors, il y a la santé publique des Laurentides, de la Naudière, de Laval et de la Montérégie, en plus de celle de Montréal. Alors, c'est important de pouvoir s'arrimer en ce sens-là et bien sûr de travailler avec les organismes communautaires qui sont d'une aide incroyable lorsqu'il est question de bien saisir et documenter les besoins de la population. Encore une fois, les personnes plus vulnérables ou les personnes qui, pour différentes raisons, reçoivent moins bien les messages. Alors, on va continuer de travailler avec nos partenaires pour la question du couvre-visage. En ce qui concerne l'annulation de l'année scolaire, je pense que ça devenait nécessaire pour limiter la propagation du virus dans la région métropolitaine. Toutefois, il est clair pour moi qu'une telle décision doit s'accompagner de mesures où il doit y avoir une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les enfants et les parents, pour les enfants qui ne retourneront pas à l'école, mais bien sûr l'impact sur les parents, les impacts sociaux, que ce soit au niveau du décrachage scolaire, de la violence familiale, du stress ou de l'anxiété ou encore le stress de l'annulation de l'année scolaire. On le sait que cette décision-là peut être vécue différemment ou ça peut être vécu comme un choc pour plein de familles. Alors, on les comprend et on va bien sûr réfléchir encore une fois tous et toutes ensemble à offrir des options à ces familles. Et je peux vous dire qu'à ce niveau-là, bien, je pense qu'on est dans une bonne posture pour avoir cette réflexion-là, étant donné que depuis 2 mois, on a déjà une très bonne collaboration et somme toute une compréhension des enjeux terrain. Et je pense également que le travail qui a été fait par la Ville de Montréal dans les dernières semaines, et je remercie vraiment le Premier ministre de souligner le travail de la Ville de Montréal, parce que depuis le début, ce que l'on souhaite faire, c'est d'être en soutien, de travailler en collaboration, être des partenaires aidants. Alors, que ce soit avec les refuges pour personnes en situation d'itinérance, donner un coup de main pour l'entretien et la coordination dans les HLM ou encore les navettes, les autobus de la STM, pour donner quelques exemples, ou encore les banques alimentaires, ne l'oublions pas, parce que
Cette pandémie a aussi causé beaucoup a fait ressortir beaucoup de précarité monétaire et alimentaire. Eh bien, on est très fiers de pouvoir aider la santé publique, le gouvernement du Québec, ainsi que le réseau de la santé. Alors, je veux terminer en disant que nous continuerons d'être au rendez-vous et que, bien que cette période soit difficile, eh bien, on va la traverser ensemble et on va réussir à passer au travers ensemble également. Alors, je vous remercie beaucoup. Merci, Madame la mairesse. Donc, on va débuter la période de questions. If you don't mind, I'm just going to say a few words in English. Alors, quelques moments en anglais, comme d'habitude. Alors, j'aimerais certainement remercier le premier ministre de sa présence parmi nous aujourd'hui. Je suis convaincu que tous mes concitoyens et concitoyennes se joignent à moi pour dire bienvenue dans votre ville. Alors, quelques mots sur ce que le premier ministre a annoncé. Quant aux masques, je suis très content que le premier ministre et le gouvernement du Québec ont accepté de soutenir la Ville de Montréal dans la distribution des masques, donc de payer les frais, non seulement dans les transports collectifs, mais également dans différentes communautés, surtout les plus vulnérables, mais aussi dans les quartiers où c'est un peu plus chaud. Pour nous, et c'est la discussion qu'on a eue ce matin, on peut certainement envisager de le rendre obligatoire, mais avant de ce faire, nous voulons nous assurer que les conditions soient réunies. Et maintenant, ce que nous allons faire, c'est de parler avec les autres réseaux de transport collectif dans la grande communauté métropolitaine afin de comprendre comment le faire de façon cohérente, parce que nous voulons conscientiser les gens et que ça se fasse dans une attitude positive. Et l'autre élément qu'on a abordé, c'est l'annulation de l'année scolaire. Je pense que c'était la chose à faire à ce moment-ci. C'est que nous savons que la situation demeure fragile à Montréal. Nous savons également que le risque d'une contamination peut être plus important à travers les élèves et le système scolaire. C'est donc pourquoi je suis d'accord avec cette décision. Et nous allons parler, admettons, comment nous pouvons offrir des options alternatives pour les enfants et les familles quand il est question de stress et d'autres enjeux reliés à la pandémie, bien sûr, mais aussi avec l'annulation de cette année scolaire. Au final, ce que j'aimerais dire, c'est que depuis le début, nous avons été des partenaires du gouvernement du Québec, les autorités publiques sanitaires, le réseau de la santé. Nous allons continuer de ce faire. Nous allons continuer de soutenir et être aussi agiles que possible pour soutenir tous les Montréalais et les Montréalaises. Parce que, comme je l'ai toujours dit, il faut qu'on traverse là ensemble sans laisser quelqu'un derrière. Merci. On va débuter la période de questions. Il y a des micros prévus à cet effet. On vous demanderait, s'il vous plaît, de vous limiter à une question par journaliste. Donc, on pourra débuter. Première question. Bonjour. Bien, écoutez, il y a des activités déjà qui avaient été mises en place, entre autres via Télé-Québec. On va demander aux enseignants quand même de communiquer avec les élèves, leur donner peut-être des petits devoirs. Et lors du retour, à la fin août, début septembre, bien, il y aura aussi une certaine période pour rattraper le retard, là, donc où il y aura des cours pour que les élèves puissent passer au prochain niveau. Donc, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, est déjà en train de travailler là-dessus. C'est la même situation pour les écoles secondaires. Donc, il y aura un peu de travail fait à la maison d'ici la fin juin, puis du travail aussi au retour en septembre. Prochaine question. Bon.
D'abord, hier, j'étais, je pense, à 9 000 tests. Là, on est rendu à 13 000, là, donc je suis plus content qu'hier. Ça, c'est certain. Notre objectif, c'est 14 000, donc il reste du travail à faire. J'espère avoir des bonnes nouvelles demain. Concernant les PDG des CIUS, écoutez, il y a une partie de la responsabilité qui revient aussi au gouvernement avec un O avec un X, puis le gouvernement avec un S qui se sont succédés. On a commencé cette crise avec un manque de personnel dans les CHSLD, des salaires moins bien payés qui faisaient qu'on n'attirait pas toujours les personnes qui auraient dû avoir toutes les qualifications. On a même procédé avec le compte « Je contribue » pour embaucher des gens qui n'avaient aucune qualification. On a des soldats. Donc, la situation n'est pas idéale pour les gestionnaires du réseau de la santé. Donc, il faut quand même tenir compte de ça. Maintenant, il faut se poser des questions. Le gouvernement précédent ont regroupé les CHSLD, les CLSC, l'ADPJ, les hôpitaux dans des organisations très grandes, ont coupé certains gestionnaires qui étaient responsables de chaque établissement. Donc, les PDG de CIUS, ils doivent être PDG de beaucoup d'établissements, ou en tout cas, il y a un nombre de gestionnaires qui est plus limité. Bon, il y a un défi de coordination à Montréal aussi. L'avantage de regrouper les établissements en région, c'est qu'il peut y avoir une meilleure coordination parce qu'il y a un patron. Par contre, à Montréal, il y a des CHU. Prenez l'exemple, quand on a eu besoin de transférer du personnel des hôpitaux vers les CHSLD, c'était plus facile peut-être pour les CIUS de comprendre l'urgence de le faire que pour les CHU. Les CHU, ils n'en ont pas de CHSLD dans leur cours. Donc, c'est tout ça qu'on est en train de voir. Puis, à moyen terme, il va sûrement falloir se reposer des questions sur la gouvernance et puis sur comment rendre ça plus efficace, comment s'assurer que les directives pour limiter les infections soient respectées, parce que c'est une chose d'avoir les équipements, c'en est une autre de changer d'équipement à chaque fois qu'on change de patient, etc., etc. Donc, c'est un peu tout ça que je vais discuter cet après-midi avec les PDG. Mon objectif, ce n'est pas de trouver des coupables, c'est de trouver des solutions. Est-ce que vous attendez à ce qu'ils vous offrent des solutions? Oui, oui, j'espère. Puis, je sais déjà, par Daniel Mécan, qu'ils ont certaines interrogations, entre autres, sur toutes les résidences qui sont privées, parce que leur capacité de prendre des décisions est plus limitée quand ce n'est pas des établissements publics. Bon, j'ai déjà dit, par exemple, que je voulais regarder très sérieusement la possibilité que tous les CHSLD deviennent publics. Bien, ça atteindrait cet objectif-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec les RPA, les RI, les autres résidences? Des choses, là, j'ai hâte de les entendre. On va passer à Yves Poirier. Monsieur le Premier ministre, Oui. excusez-moi, me permettez-vous de parler du programme de dépistage, s'il vous plaît, parce que c'est important? Oui. Premièrement, je tiens à vous dire que le chiffre que le Premier ministre vous a offert, c'est le chiffre de avant-hier, parce qu'il faut comprendre que les données de la journée d'hier vont rentrer en courant d'après-midi. Et je m'attends à ce qu'on ait vraiment dépassé ou atteint le 14 000 tests qu'on vous était fixé. J'aimerais, par contre, spécifier, puis ma collègue, Dr. Drouin, pourra le faire. Actuellement, on est une des provinces, puis un des endroits où on teste le plus, malgré tous les commentaires qu'on fait. Tester, on est en train d'appliquer. Mais on ne peut pas tester 8 millions de personnes en même temps. Et donc, on a une approche stratégique qui permet à la fois de traiter les cas et les contacts, puis de faire les interventions, faire les investigations. Puis on commence maintenant à faire des dépistages communautaires. On a parlé de patients asymptomatiques. La directrice de santé publique de Montréal me disait que certains parents viennent avec leurs enfants symptomatiques pour faire tester les enfants proches des autobus. Et ce n'est pas la clientèle qui est visée actuellement. Là. Je peux comprendre que ce n'est pas facile quand on écoute un point de presse d'avoir les détails précis là-dessus. C'est véritablement les gens qui sont asymptomatiques, mais qui sont en contact avec quelqu'un qui a des symptômes. Premièrement, vous avez des symptômes, vous venez vous faire tester. Deux, vous vivez avec quelqu'un qui a des symptômes, vous venez vous faire tester.
Et ça, je pense que c'est important de le préciser. Et c'est important aussi que vous équitiez les consignes de chacune de vos directions de santé publique, parce que ce que décide Montréal n'est pas nécessairement la même chose ou la même modalité que va faire la Montérégie, Laurentides, la Naudière et Laval. Fait que je voulais amener cette précision, et je ne sais pas si ma collègue, Dr. Drouin, va ajouter là-dessus comme tel. Mais je pense que ça résume quand même assez bien l'importance actuellement, surtout dans les cliniques mobiles. On a des sites fixes, puis on a maintenant 5 cliniques mobiles qui sillonnent l'île de Montréal. Et en effet, on avait un objectif pour le dépistage populationnel de 3 000 et on l'a dépassé aujourd'hui. On est à 3 491 hier et on ajoute des unités mobiles. Puis il est possible qu'il y en ait d'autres la semaine prochaine, des additionnels. Et clairement, c'est vraiment les gens symptomatiques, les gens asymptomatiques qui ont été en contact avec un cas ou qui sont en contact avec quelqu'un malade. Et donc, les gens ont eu des directives des écoles d'aller faire tester tout le monde ou leurs enfants. Et la même chose, si les gens ont des directives de leur employeur d'aller se faire tester avant de rentrer au travail, ce n'est pas indiqué. Donc, on veut vraiment cibler des endroits où on le sait qu'il y a une transmission communautaire, mais vraiment cibler les bonnes personnes pour être capable d'intervenir et d'isoler ces gens-là le plus rapidement possible. Et je veux que vous soyez assurés qu'on va tout faire en notre pouvoir pour augmenter la capacité de test au Québec, même si elle est déjà au-delà d'ailleurs. On a encore un plan pour aller augmenter plus la chose, puis on veut maintenir cette capacité de tester, mais tester les bonnes personnes au bon moment, à la bonne place. Merci. TVA Nouvelle. Oui, bonjour. Pourquoi ne pas avoir fermé Montréal dès le début, dans les premières semaines, quand on a eu les premiers 500 cas, par exemple? D'abord, M. Legault. Oui. Bien, écoutez, ça fait partie des scénarios qu'on a regardés dès le début. Ce qu'on a fait, ce qu'on a choisi plutôt, c'est de fermer les régions plus au nord, où il y avait moins de cas. Donc, puis évidemment, là, moi, j'ai suivi les directives de la santé publique. Il faut comprendre que, dans les faits, les régions administratives, si vous me permettez, ce sont des régions même sanitaires ou d'autres types de divisions, ne sont pas toujours les mêmes. Hein. Puis ce qu'on regarde souvent, c'est quoi une communauté? Puis qu'on le veuille ou non, la communauté urbaine de Montréal, c'est comme un tout. Là. Les gens de la Rive-Nord, du sud de la Rive-Nord, viennent à Montréal, etc., pour travailler, les travailleurs essentiels. Fait que on fait une analyse un peu épidémiologique des mouvements de population. Je veux dire, sinon, on se mettrait à isoler des rues. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, dans le fond, là, en termes de dynamique générale, c'est ça. Et c'est ça qui a été fait en termes d'orientation. Parce qu'on aurait pu dire, on va isoler des sous-quartiers, comme là, à Montréal, on pourrait décider. Mais il y a de la transmission commune qui se fait aussi. Il y a des mouvements qui auraient été impossibles d'empêcher entre la Rive-Nord et la Rive-Sud. Et d'ailleurs, on se rend compte que c'est un peu ce qui arrive. Fait que, dans le fond, c'est une épidémiologie, si vous me permettez, qui prend en compte des mouvements de population et qui sont les mouvements naturels. Donc, c'est dans ce sens-là que ça s'est fait. Il y a des fois des protections de certains sous-secteurs. Prenons, par exemple, des endroits très éloignés avec très peu de systèmes de soins où on n'aurait pas le temps de transporter le patient ou s'il y a une épidémie de façon importante, le système de santé local s'est complètement débordé. Alors que la CMM, d'ailleurs, il y a plein de gens du Nord qui viennent prendre leurs soins à l'hôpital Sacré-Cœur. C'est la même chose de la Rive-Sud. Donc, c'est comme ça qu'on a fait l'analyse. Parlant de la CMM, M. Legault, c'est grand, c'est 82 villes. Là. Parliez de Sainte-Anne-de-Bellevue tantôt, je regardais les statistiques, il y a à peu près 16 cas positifs en ce moment. Le préfet de la MRC de Montagne m'accordait une entrevue lundi de me dire on s'est un peu éloigné de Montréal et de Laval de la situation. Est-ce qu'on peut ouvrir nos commerces pour sauver nos commerces de proximité avant le 25? Puis il n'est pas le seul à demander ça en ce moment, là, dans le Grand Montréal. Qu'est-ce que vous répondez à ces maires-là, dont l'économie dépend de ces jours-ci de la situation? Oui. Bien, écoutez, moi aussi, j'ai eu beaucoup de messages de maires du 450, là, de la banlieue de Montréal, qui souhaiteraient ouvrir leur commerce. Il faut comprendre là, que c'est un tout, la CMM. Donc, il y a des gens de la Rive-Nord qui viennent magasiner à Montréal, des gens de Montréal qui vont magasiner sur la Rive-Nord. Même chose avec la Rive-Sud. Vous parlez de Sainte-Anne-de-Bellevue. Je sais qu'à Vaudreuil-Dorion, moi, quand j'habitais à Sainte-Anne, Vaudreuil, c'était à la banlieue, là, mais ça fait partie de la CMM. Et c'est un tout. Et moi, ce que je souhaite, c'est d'être capable d'ouvrir tous les commerces le 25 mai.
mais à condition qu'on respecte les consignes, à condition que les conditions de l'OMS soient sous contrôle, que le nombre de lits, que le nombre de patients, que le nombre de personnes hospitalisées soit contrôlé. Donc, pour moi, c'est vrai là, que Longueuil, c'est plus proche de Montréal que Sainte-Anne-de-Bellevue, Montréal-Centre-Ville, je veux dire. Là. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas regarder l'île, il faut regarder la CMM. Monsieur le Premier ministre, je vais me permettre encore de m'excuser. Ce qui est très important, vous savez, il n'y a personne d'entre nous qui a voulu laisser les commerces fermés, puis voir des choses arriver, puis des gens avoir de la difficulté. Si on le fait, c'est qu'on pense qu'on doit y aller progressivement. Et là, j'invite, c'est pas les commerces, je pense, si on veut que ça baisse, il ne faut surtout pas interpréter que l'été s'en vient, qu'on ouvre un commerce, etc., que c'est le free for all. Excusez-moi d'utiliser la situation, parce que plus les gens vont circuler pour des besoins non essentiels, plus on va avoir des risques de contact et de transmission, plus on risque d'avoir la réouverture des choses. Et quand on fait des enquêtes et que les équipes de santé publique vous contactent et que vous êtes un cas, puis que vous êtes un contact, un, allez vous faire dépister, mais deux, si on vous dit de rester à la maison, il faut rester à la maison. Il ne faut pas cacher les choses parce que ces multiples petits foyers familiaux, ces rassemblements qui pourraient entraîner des choses, peuvent mettre en péril toute notre réouverture. Alors que quand on réouvre des commerces, on va essayer de faire ça avec la distanciation sociale, etc. Mais j'invite la population à véritablement écouter ce qu'on vous dit. Ce n'est pas qu'on a le goût de vous enfermer, c'est qu'on a le goût de réouvrir le plus rapidement possible et revenir à une vie normale et non pas perdre ce qu'on a acquis jusqu'à maintenant. Je voulais le répéter, je suis sûr que ma collègue, le Dr. Drouin, est tout à fait d'accord. Écoutez vos équipes de santé publique, écoutez les consignes, sortez seulement si c'est essentiel. Allez pas vous promener non plus à l'extérieur si ce n'est pas essentiel dans d'autres régions. Ces messages-là, là, c'est pour qu'on puisse s'en sortir. Merci. Je m'excuse encore de le répéter, puis je vais le répéter, puis je vais le répéter. Puis n'oubliez pas de vous laver les mains, de porter le masque, etc., et de ne pas faire des rassemblements clandestins, je vous en prie. Marco Bellarcirino du Devoir. Oui, bonjour à tous. Monsieur le Premier ministre, vous avez évoqué les difficultés dans les centres hospitaliers sur la capacité de lits. Précisément, quel est le maximum de patients atteints de la COVID-19 ou de toute autre personne qui nécessite des soins qui peuvent être soignés dans les centres hospitaliers de Montréal et de Laval à l'heure actuelle? Puis, est-ce que vous avez des cibles là, de nombre, en termes de nombre de lits et des échéances? Oui. Bien, regardez, quand on regarde le nombre de lits qu'on avait libérés au début de la pandémie, là, on en avait beaucoup plus que les besoins. Là, actuellement, dans tout le Québec, on a moins de 2000 hospitalisations. Donc, je regarde, par exemple, des villes comme New York qui se disent, avant de réouvrir, il faut avoir un coussin de 30 %. Bon, on pourrait demain matin avoir libéré 3000 lits au lieu de 2000. Le problème, c'est qu'il n'y a pas le personnel. Donc, le problème, ce n'est pas le nombre de lits, ni réguliers, ni soins intensifs, c'est le personnel pour éventuellement faire face, si jamais il y avait une vague de COVID suite à un déconfinement progressif, bien, il faut être capable d'avoir ce coussin-là. Actuellement, on ne l'a pas à cause du personnel, pas à cause du nombre de lits, à cause du personnel pour faire fonctionner ces lits-là. Mais justement, c'est quoi votre cible? Vous voulez recruter combien de personnes pour ouvrir combien de lits d'ici quand? Bien, écoutez, nous, ce qu'on vise, c'est d'être capable d'aller chercher quelques milliers d'employés. On sait qu'il y en a beaucoup qui sont en congé. Si on était capable d'aller chercher quelques milliers d'employés supplémentaires, on serait capable d'abord de ramener dans les hôpitaux du personnel qu'on a transféré dans les CHSLD. On serait capable aussi de reprendre les chirurgies régulières, parce que là, il faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de chirurgies qui ont été repoussées. Donc, actuellement, on n'est pas à 100 % des activités régulières. Donc, il faut aussi compter sur le fait qu'il faudra un jour reprendre toutes ces chirurgies, pas juste les urgentes puis les semi-urgentes. Donc, il nous manque quelques milliers d'employés actuellement. Une précision sur
les masques, vous avez dit, Monsieur le Premier ministre, qu'on va peut-être vivre avec ce virus-là pendant quelques années. J'aimerais que vous précisiez l'aide que vous allez apporter à la Ville de Montréal. Est-ce que vous allez acheter des masques? Combien de masques pour la Ville de Montréal? Ouais. Puis, est-ce qu'on se dirige vers une obligation du port du masque? Est-ce que c'est la première étape vers une obligation du port du masque? Bon, la demande qui est faite par Montréal et les banlieues, c'est un coût d'autour de 5 à 6 millions de dollars pour acheter des masques. On a aussi, parce qu'on y travaille depuis 2 mois, des entreprises qui seraient capables d'en fournir un certain nombre de masques. Donc, on va aider de 2 façons. Financer Montréal et les autres villes de la CMM, et aussi fournir une partie des masques. Pour ce qui est de savoir, est-ce que ça va devenir une habitude? Moi, je pense que oui. Je pense que dans les transports en commun, à tous les endroits où on n'est pas capable de respecter le 2 mètres, je pense que ça va devenir une habitude pour un certain temps de porter un masque. Prochaine question. Oui, bonjour à tous. Stéphanie Marin de la Presse canadienne. J'ai une question sur les systèmes de ventilation. J'ai des collègues qui ont rapporté qu'il y avait un CHSLD de la région de Montréal, et plus précisément dans la ville de Montréal, qui aurait eu une contamination, une propagation qui se serait faite par un système de ventilation. Même si l'enquête de la santé publique est probablement pas terminée sur la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux prévenir que guérir et procéder à inspecter les systèmes de ventilation dans les CHSLD et voir aussi dans les écoles, vu que tout est en train de reprendre? Bien, écoutez, la transmission par des systèmes de ventilation n'a pas nécessairement, à ma connaissance, on va vérifier, on est au courant de la situation, là, il y a des hypothèses qui ont été faites, il y a eu certains problèmes. Je pense que la transmission par les systèmes de ventilation n'est pas un drive, ce qu'on appelle un phénomène important dans la question des éclosions. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas entretenir nos systèmes de ventilation pour toutes sortes d'autres éléments, poussière et autres, qui sont des allergènes comme tels, là. Mais je vais vous dire qu'actuellement, je sais que les équipes font une enquête. L'équipe de santé publique de Dr. Drouin fait une enquête, elle va pouvoir le faire. On regarde ça, on regarde la littérature, parce que certains suspectent qu'il peut y avoir une petite portion de transmission par des aérosols, etc., etc. Mais je pense que ce n'est pas le facteur principal, même s'il y a eu beaucoup, peut-être, d'employés qui ont été malades, etc. Mais on pense aussi que la question de l'hygiène et du lavage des mains, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a été montrée, là, où 4 personnes qui vont dans un buffet contaminent quasiment tout leur environnement juste avec leurs mains. C'est ça qui est probablement, à mon avis, le facteur le plus important. Mais on demeure, comme tout scientifique, à l'affût d'informations. Et si jamais on le voit que c'est un phénomène, on verra. Je ne sais pas, Dr. Drouin, si vous voulez préciser sur ce que vous avez fait comme enquête. Évidemment, là, avec l'équipe de prévention contrôle de l'infection de ce CIUS-là, il y a une enquête qui a été faite avec des prélèvements environnementaux. Mais clairement, moi, je contextualiserais les éclosions en CHSLD, c'est à mon tour d'avoir de la difficulté, dans une perspective beaucoup plus globale. Ce sont des milieux où il est très difficile de mettre en place les pratiques exemplaires de prévention contrôle des infections, contrairement, par exemple, à un hôpital ce seront des milieux de vie. Donc, mettre l'hygiène et la salubrité avec les petits bibelots, les petits livres, la télévision, etc. Évidemment, les systèmes de ventilation, comme le docteur Arruda le dit, ils doivent être entretenus de manière systématique, mais on s'est rendu compte que dans certains endroits, il y avait peut-être un rappel d'air qui venait pas de l'extérieur, mais davantage l'air intérieur restait. Mais c'est probablement pas uniquement le seul élément qui explique pourquoi, entre autres, les travailleurs de la santé, dans une certaine proportion, contractent le virus en CHSLD et évidemment les résidents. Il y a aussi beaucoup de roulement de personnel avec l'arrivée, donc clairement la capacité de ces gens-là à bien appliquer les mesures et les pratiques de prévention, contrôle des infections. Donc pour nous, il y a vraiment un élément multifactoriel et une complexité dans le contrôle des infections dans ces résidences-là spécifiquement. Et la ventilation est un des éléments qu'on regarde, mais clairement dans la littérature actuellement, c'est probablement pas le seul élément qui explique notre difficulté à sortir de cette crise. Je comprends les explications qui sont fournies, docteur, mais je me demandais, considérant que la majorité des cas se retrouvent dans des CHSLD... Nous avons demandé, j'ai demandé à l'ensemble des PDG, en début, même la fin de semaine dernière, de regarder à ce que l'entretien de leur système de ventilation soit bien mis à jour, mais ce sont des pratiques normalement qui doivent se faire
en tout temps. Mais clairement, cette demande-là a été faite, là. Mais ça s'inscrit dans un ensemble de mesures qui sont actuellement en train d'être mises dans l'ensemble des CHSLD. On va passer à la prochaine question. Oui, bonjour, Monsieur Legault, Arruda et tout le monde. Concernant le manque d'employés pour ajouter des lits, on vous parlait de quelques milliers. On a contacté à Métro tous les CIUS de Montréal. La plupart nous ont répondu. Il y a encore au moins 2000, c'est pas exhaustif, 2300 employés qui présentement sont en arrêt de travail parce qu'ils sont atteints du coronavirus. On comprend qu'on mise sur Je contribue, l'armée, mais c'est quoi les prochaines étapes pour ces quelques milliers-là? Est-ce qu'on va se tourner vers la région? Et est-ce que c'est une bonne idée de recruter des gens en région alors qu'on veut limiter les déplacements? Bien, on parle de recruter en région des gens qui viendraient travailler à temps plein pour un certain nombre de semaines à Montréal. Puis on a annoncé la semaine dernière des boni importants pour les personnes aussi qui travaillent à temps partiel, parce qu'il y a la moitié des employés qui travaillent à temps partiel. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait, plus d'employés à temps plein parmi les employés à temps partiel, que ça devienne des employés à temps plein. Deuxièmement, on souhaite que les employés qui sont toujours absents, ceux qui ont terminé leur quarantaine, bien, qu'ils reviennent au travail. Concernant les commerces, il y a de plus en plus de pression, notamment de la FCI, pour permettre le ramassage à la porte. Oui. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui est envisagé? Pourquoi ce n'est pas déjà fait? Parce qu'on nous dit le 2 mètres est respecté. Oui, c'est quelque chose qu'on a envisagé. J'en ai même discuté avec Doug Ford, le premier ministre de l'Ontario. Ils ont mis ça en place. Bon, ils s'apprêtent à ouvrir les commerces. C'est pas toujours simple, là. Magasiner sans rentrer dans le magasin, là, c'est pas idéal pour tous les commerces, en tout cas. Mais c'est quelque chose qu'on a regardé. Mais honnêtement, moi, je continue à penser que il ne faut pas exclure de réouvrir le 25 complètement, mais ça pourrait être une alternative. Si jamais les conditions n'étaient pas réunies, est-ce qu'on pourrait au moins permettre au commerce de donner les produits à la porte aux clients, là, un par un? Ça pourrait être une possibilité. On va prendre la prochaine question. Vous êtes proche donc de cette cible des tests. Est-ce que vous avez ce qu'il faut pour faire les enquêtes épidémiologiques qui accompagnent les tests? Ça prend, il faut être rapide de ce que je comprends pour avoir un portrait juste de la situation. Est-ce qu'à Montréal, on est capable d'avoir un portrait juste, presque en temps réel de la situation? Êtes-vous capable de faire toutes les enquêtes liées aux tests que vous allez faire pour limiter la propagation? Bien, je vais laisser Dr. Drouin le faire. C'est sûr qu'à date, on est en mesure de le faire. Puis on sait qu'il faut augmenter la capacité de façon importante. Il y a des travaux qui sont en cours actuellement pour aller chercher des ressources à temps plein pour augmenter. Mais je vais laisser Dr. Drouin qui peut parler de Montréal, qui est là, un des endroits avec Laval où il y a le plus d'enquêtes à faire. Bien, au cours des dernières semaines, on a, comme on dit, notre armée. Là, c'est près de 430 personnes qui ont été recrutées dans différents, je contribue, mais dans différentes sphères là, de la société pour se joindre à notre équipe. Mais comme on le dit, c'est souvent des gens qui peuvent donner quelques heures ou quelques jours, semaines. Donc, on a à stabiliser cette équipe-là. On arrivait à faire les enquêtes dans les 24 à 48 heures. Notre cible, c'est vraiment dans les 24 heures, en sachant qu'on repart le dépistage populationnel et qu'on s'attend évidemment à plus de cas. On est en train de recruter et de recruter des nouvelles équipes d'enquêteurs, mais surtout, on est en train de voir à travailler probablement avec une firme qui va nous aider à faire une partie de l'enquête plus administrative pour que les gens, que la partie clinique qui nécessite une expertise spécifique soit vraiment concentrée, là, puis qu'on ait peut-être besoin de moins de personnes avec des expertises spécifiques. Et évidemment, il y a toute l'informatisation et tout ça qui s'en vient aussi, qui va nous aider. Donc, on est vraiment en train de bâtir et on est en train aussi de travailler à mobiliser ce qu'on appelle nos brigades de prévention. On en a mis dans les résidences pour personnes âgées, RI, donc les résidences les ressources intermédiaires qui n'ont pas de cas actuels
actuellement pour s'assurer de rehausser les pratiques puis faire en sorte que le virus n'entre pas. Donc, on sait qu'il y a des équipes qui travaillent pour éteindre les feux, mais nous, on s'est dit qu'il faut travailler sur ceux pour lesquels il n'y a pas de feu actuellement. Et on va bâtir des brigades de prévention pour l'ensemble des milieux. Les milieux de travail qui vont ouvrir, là, il n'y aura pas celles des écoles pour tout de suite, celles évidemment des milieux de garde et tous les milieux communautaires, on en a déjà pour tout ce qui est refuge, itinérance, évidemment milieux communautaires, HLM, etc. Donc, on est en train de bâtir aussi une armée de première ligne qui va aller préparer les milieux et gérer s'il y a des cas, parce qu'il va y en avoir des cas dans ces milieux-là. Donc, il va falloir qu'on arrive à faire une gestion et avoir des gens sur le terrain. Donc, tout ça est en construction. Certaines sont fonctionnelles, d'autres nécessitent qu'on recrute des ressources. Une dernière. À quel point le portrait qu'on a actuellement de Montréal est précis? Est-ce que c'est le portrait de la semaine passée, d'il y a 2 semaines? Ou c'est le portrait du nombre de ressources? Oui, du nombre de personnes infectées. Non, bien là, hier, on vous a déposé, évidemment... Là, Ces chiffres-là, c'est ce qui se passe actuellement. Ah oui, oui, on a les portraits quotidiennement là, de l'ensemble des cas, des contacts qu'on suit. Et évidemment, on a aussi nos indicateurs là, de processus qui nous amènent à dire des fois qu'on a des backlogs dans nos enquêtes et qui nous amènent à rajouter des équipes d'enquêteurs. Donc ça, c'est tout un travail. C'est l'armée de santé publique qu'on voit peut-être moins que l'armée de première ligne qui est aux soins intensifs ou dans les CHSLD, mais qui travaille d'arrache-pied depuis le mois de janvier. Si vous me permettez, les données, là, les cas, ça rentre à tous les jours, les prélèvements, ça rentre à tous les jours. L'enjeu, c'est les décès. Vous avez vu, là, il y a des fois, là, on va annoncer X nombre de décès, puis dans les faits, on se rend compte que des cas qui remontent à 2 mois pour toutes sortes de raisons qui sont associées à la logistique. Maintenant, ça s'améliore. Mais puis donc, juste expliquer ça encore une fois, la courbe des décès, elle est vraiment en train de descendre, même si on va vous annoncer, par exemple, un jour, 89 décès. C'est pas 89 décès la veille, c'est 89 décès, des fois, qui sont répartis dans une quarantaine et le mois dernier. Ça peut sembler bizarre, mais c'est à cause des processus de validation, d'enquête qui sont faits. Puis si vous me permettez, parce que souvent on nous dit est-ce qu'on a les données? On a fait récemment, hier à Québec, on m'a posé la question, on a regardé l'excès de décès selon les données comparées du mois de mars et d'avril l'année dernière versus cette année. Et ce qu'on a comme nombre de décès est à peu près similaire à ce qu'il y a dans nos systèmes d'excès de décès. Ce qui n'est pas le cas dans plusieurs pays où maintenant, eux ont 3 à 4 fois plus de décès en excès de décès que ce qu'ils observent. Donc, notre système est très sensible. Je pense qu'il y a un phénomène important au Québec, je ne veux pas le nier, mais il y a aussi un phénomène où vraiment on essaye d'aller capter tous les décès qui existent dans notre système de soins, ce qui n'est pas toujours fait dans toutes les juridictions. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un problème. Chaque décès est un décès de trop, c'est clair. Mais je voulais quand même le contexter parce que souvent les gens entendent 89 et ont l'impression que 89 personnes qui sont mortes hier, alors que ça peut s'étaler sur 2 mois. On va prendre la prochaine question. Elsa Iskander du 24 heures. Monsieur Legault, vous avez mentionné d'entrée de jeu que vous venez de Montréal. Pourquoi avoir attendu jusqu'à maintenant, 2 mois plus tard, le début du confinement, pour venir physiquement ici à Montréal et pas avoir tenu les discussions, par exemple, que vous allez avoir avec les CIUS dès le départ? Bien, j'ai d'abord eu des discussions avec les sous-ministres et puis avec la ministre de façon quotidienne. Deuxièmement, je pense que c'est important que le premier ministre donne l'exemple quand il demande aux gens de ne pas se promener d'une région à l'autre. Bien, la moindre des choses, c'est de le faire soi-même. Donc, ça ne faisait pas mon affaire, là. Mes 2 gars sont à Montréal, donc j'avais bien le goût d'y voir, mais on disait aux gens, promenez-vous pas d'une région à l'autre. Donc, je voulais donner l'exemple. Mais là, je pense que la situation évolue, puis c'est important de venir. Aussi, pour ce qui est de l'école, M. Roberge a mentionné le fait qu'il pourrait y avoir l'école secondaire à distance à l'automne, que c'est un des scénarios envisagés. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée en ce qui concerne le décrochage scolaire? On sait que M. Égide Royer, spécialiste, a dit que ça pourrait augmenter de 5 à 10 %. Non. Moi, je vais tout faire pour que les écoles, les cégeps, les universités, que ça se fasse en personne. Parce que,
c'est plus motivant. 2, il y a une vie de jeunesse aussi à vivre, hein, rencontrer d'autres personnes. Donc, c'est une partie importante dans la vie à l'adolescence. Donc, moi, je vais tout faire pour que ça se fasse en personne. Évidemment, il va falloir respecter certaines normes, entre autres, s'arranger pour respecter le 2 mètres et puis, voir qui doit porter des masques, etc., etc. Là. Mais moi, je souhaite que ça se fasse en personne. Mais on ne peut pas, à ce moment-ci, exclure d'être obligé d'en faire une partie. Prenez, par exemple, dans les universités, il y a des amphithéâtres où il y a beaucoup de gens très tassés les uns sur les autres. Bon, est-ce qu'on peut donner un certain nombre de cours en personne, puis d'autres via la téléconférence? C'est des choses comme ça. Mais moi, mon premier choix, là, puis je sais, j'ai été 3 ans ministre de l'Éducation, c'est très important pour lutter contre le décrochage, qui est la motivation physique d'être là. Prochaine question. Non, on va passer à la prochaine question, on manque de temps. Bonjour, Hugo Duchesne du Journal de Montréal. Je voudrais vous parler, on a beaucoup parlé des masques, mais je voudrais vous parler des gants. C'est quoi la situation sur le terrain? Est-ce qu'on va en manquer? Est-ce qu'on en a pour un certain nombre de temps? Non, on n'a aucun problème avec les gants. On en a au moins pour les 24 prochains jours. Et puis, on continue à en recevoir régulièrement. Là, donc, il n'y a aucun problème de prévu avec les gants. Parfait. Je voudrais aussi savoir, est-ce qu'on se dirige vers une nouvelle réforme de la santé, là, juste quelques années après la fameuse réforme Barrette? Est-ce qu'on c'est pas hors de question de voir que ça pourrait à nouveau changer la façon dont sont gérés les CIUS, CIS, CHU, etc.? Bien, moi, je ne suis pas un grand partisan d'aller faire trop de brassage de structures, là. Mais comment on fait pour que la situation qu'on a vécue dans les CHSLD ne se reproduise plus? On savait qu'il y avait un problème. Je le rappelle souvent, en campagne électorale, on a promis d'augmenter de façon très importante les budgets des CHSLD. Ce qu'on a fait, par contre, là où on a frappé un mur, c'est que les postes sont restés non comblés à cause du niveau de salaire. Les niveaux de salaire, c'était prévu pour la négociation de la convention collective qui a commencé le 1er avril 2020, d'avoir une augmentation très importante des salaires aux préposés aux bénéficiaires. C'est pas simple. Tous les gouvernements qui sont succédés n'ont jamais réussi à faire des augmentations de salaire différenciées, c'est-à-dire de ne pas donner la même augmentation à tous les employés, aux 500 000 employés de l'État. Nous, on veut le faire. On veut le faire aussi pour les enseignants. On pense qu'il y a un ajustement à faire du côté des enseignants. Par contre, si je peux dire, est-ce qu'il y a un bon côté à la crise? Un des grands objectifs, des grands défis, puis tous les rapports, là, du rapport Claire, tous les rapports qui ont été faits en santé disent la clé, c'est la première ligne. Il faut qu'il y ait une meilleure prise en charge par les médecins de famille, par les GMF. Il faut qu'il y ait une partie des actes qui soient faits par téléphone, qui soient délégués aux infirmières. Or, pendant la crise, pour toutes sortes de raisons, peut-être des mauvaises raisons, il y a beaucoup de patients qui avaient peur d'aller à l'hôpital. Donc, ont commencé à accepter d'aller voir un médecin de famille, d'appeler leur médecin de famille. Bon, on a changé la rémunération des médecins de famille pour qu'ils soient payés quand ils font un acte au téléphone. Donc, je pense qu'il faut tabler là-dessus pour faire la réforme qui aurait dû être faite depuis longtemps dans le réseau de la santé. Donc, avoir une première ligne où les gens qui ont des problèmes moins importants, ce qu'on appelle les P4, P5, sont traités par leur GMF, soit le médecin de famille, soit leur infirmière. Parce qu'avant la crise, rappelons-nous que 50% des patients dans nos hôpitaux, dans nos urgences, c'était des gens qui avaient des problèmes mineurs qui auraient dû être traités en première ligne. Donc, le changement le plus important à faire dans le réseau de la santé, il n'a jamais été fait. Le docteur Barrette a donné 2 ans à la FMOQ pour se prendre en charge, pour conclure que ce n'était pas fait. Et on est toujours au point de départ. Donc, pas simple de négocier avec la FMOQ, j'en conviens, mais il y a peut-être une belle opportunité là. On va passer aux questions en anglais. Le temps file, on va se limiter à une question par journaliste pour la période en anglais. Dan Spector from Global. I also wanted to ask you about that VG situation in which they had so many employees and so many residents getting sick so quickly that, and then those
Donc, il y a des problèmes potentiels avec la filtration de l'air. Donc, ils sont allés en cours pour essayer d'obtenir une injonction pour forcer la Vigie à agir dans ce dossier. Et je me demandais ce que votre opinion était à cet égard. Réponse. Je vais commencer, ensuite je céderai la parole au Dr Drouin. Je pense que le fait de s'occuper de l'air filtré, c'est bien pour toutes sortes de maladies, et surtout les allergies, par exemple. Mais je ne crois pas que ce soit le seul facteur. C'est peut-être un facteur très faible dans la transmission de la COVID. Cela n'est pas encore si clair que ça dans la communauté scientifique. Je pense qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent expliquer la situation. Par exemple, la difficulté d'appliquer la prévention et le contrôle des infections dans ces contextes-là. C'est pas comme un hôpital, c'est plus comme une maison. Il y a beaucoup d'objets à nettoyer. Il y avait moins de gens qui y travaillaient. Donc, ils n'ont peut-être pas tout fait ce qu'il fallait. Ils ont peut-être mangé ensemble dans une salle commune. En fait, il y a eu une enquête sur la santé publique. Ils ont pris des échantillons environnementaux et la plupart du temps, c'est sur des surfaces où l'on peut toucher la surface où la transmission se passait. Moi, je n'ai pas grand-chose à ajouter, mais la santé publique n'est pas impliquée dans l'injonction parce que c'est associé avec le CIUS Centre-Ouest. Donc, je pense que les questions doivent être posées là. Mais comme le Dr Arruda l'a dit, dans toutes les éclosions qu'on a vues en CHSLD, ce sont des situations complexes à contrôler parce que les protocoles de désinfection ne sont pas évidents. La ventilation est peut-être un facteur, mais dans la littérature scientifique, écoutez, on apprend des nouvelles choses sur le virus à tous les jours, mais nous pensons que c'est multifactoriel, en fait. Et c'est la difficulté de maîtriser l'éclosion et la raison pour laquelle tant de travailleurs de la santé sont contaminés. Question. Vous arrivez à votre ville natale pour annoncer 131 nouveaux décès. Ça doit être difficile pour vous comme Montréalais. Est-ce que vous assumez la responsabilité d'avoir peut-être pas assez payé les préposés? Vous avez payé de gouvernements successifs qui n'ont pas suffisamment investi dans la santé et les résidences. Mais vous-même, comme Montréalais, qui revenez chez vous, avez-vous l'impression d'avoir failli Montréal? Réponse. Je pense que c'est sociétal. Nous savons que nous avons 3 fois plus de personnes en CHSLD qu'ailleurs dans le monde. Donc, nous avons décidé comme société que nos aînés se rendraient dans ces centres-là, avant tout. Deuxièmement, beaucoup de gouvernements libéraux, des gouvernements péquistes, le gouvernement de la CAQ, ont décidé de ne pas investir suffisamment dans ces résidences. Et nous avons décidé, il y a 18 mois, d'investir davantage. Mais hélas, nous n'avons pas été en mesure de combler les postes vacants à cause du niveau de rémunération. Ce n'est pas facile. Je peux comprendre que de l'extérieur, vous dites, écoutez, pourquoi vous n'augmentez pas le salaire des préposés aux bénéficiaires? Maintenant, nous avons une offre sur la table d'augmenter le salaire de 12 %. Et certains syndicats répondent qu'ils seraient d'accord si nous pourrions augmenter tout le monde de 12 %. Donc, ce n'est pas facile. Je sais que le Dr Barrett a tenté d'essayer cela en 2015. Il n'a pas réussi. Mais je pense et j'espère que nous avons pu tirer une leçon. Et à l'avenir, je puis vous assurer que même s'il me faut l'imposer, je vais les augmenter, ces salaires-là. Ensuite, j'aurai plus de gens qui vont travailler dans ces centres. Il y a aussi notre projet de maison des aînés plutôt que les CHSLD, donc qui auront plus d'espace pour chaque personne
des endroits où nous serons en mesure de mieux séparer les zones chaudes des zones froides. Cela n'a pas été facile à faire, savez-vous, maintenant, dans le contexte actuel. Donc, j'estime que beaucoup de gens sont responsables. Je ne m'exclus pas de cette chaîne de responsabilité. Oui, mon gouvernement a augmenté les budgets de beaucoup, mais nous n'avons pas augmenté les salaires des préposés aux bénéficiaires. Et cela, on ne l'a pas fait assez rapidement, tout du moins. Bonjour, question. Monsieur Legault, vous avez beaucoup parlé de la santé mentale, l'importance des enfants qui retournent en salle de classe. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui sera fait pour les élèves qui ne verront pas d'école avant septembre. C'est 6 mois sans école. Réponse. C'est clair que pour les enfants, ce n'est pas mon premier choix. Ça, c'est manifeste, car ce n'est pas bon, surtout pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Ce n'est vraiment pas la meilleure décision de ce point de vue-là. Par contre, la situation est telle que nous ne pouvons pas risquer la chose, car les enfants, même si les enfants n'ont pas un pourcentage élevé de mourir, en fait, il n'y a personne de moins de 30 ans qui est mort jusqu'ici de la COVID. Les enfants peuvent être des vecteurs de transmission. Ils peuvent le transmettre à leurs parents ou même aux grands-parents. Et ça, c'est trop dangereux. Donc, je ne suis pas content de vous dire que, mais hélas, ces enfants ne pourront pas retourner en salle de classe. Nous avons mis des vidéos à la télé. Nous allons continuer de le faire. Nous allons demander aux enseignants de contacter les enfants à la maison, leur offrir du travail à faire. Nous ferons de notre mieux, mais il aurait été bien mieux de rouvrir les écoles. Question. Les enseignants et les parents se sont plaints étant donné que les jeunes sont à l'extérieur de l'école depuis 2 mois ou dans les élémentaires, le matériel pédagogique ou les cours en ligne n'ont pas été vraiment adéquats. Il y avait la vidéo, oui, mais pas fait assez de structure pour aider les parents. Et c'était frustrant, surtout si on se comparait à la Saskatchewan, à l'Alberta. Pourquoi la situation est-elle ainsi? Deuxièmement, étant donné qu'ils ne retournent pas avant le mois d'août, le mois de septembre, comment pouvons-nous améliorer la situation? Réponse. Avant tout, c'est votre jugement que notre matériel pédagogique n'est pas aussi bon qu'ailleurs dans le monde. Ce n'est pas notre attitude, notre position. Nous pensons que le matériel est de qualité à la télé et en ligne également, sur les sites Web, et nous allons continuer d'améliorer ce que nous offrons à nos enfants. Donc, pour moi, il est important que nous puissions leur offrir des façons de s'assurer que leurs efforts pour apprendre puissent être encouragés et suivis. Nous essaierons d'en faire davantage, mais nous avons beaucoup fait jusqu'ici. Et je suis en désaccord avec vous pour dire que ce n'est pas aussi bon qu'ailleurs. Prochaine question. Anthony Nerestan from CBC. I want to go back to something that was asked. Question. Une question a été posée hier sur les masques. Je sais qu'il a été dit que l'élément le plus important, c'est de se laver les mains. Mais maintenant, en vous écoutant, et de recommander si fortement que les gens devraient porter le masque, quand la médecin en chef du Canada l'avait recommandé au mois d'avril, on est à la mi-mai. Quand vous regardez avec un peu de recul, a-t-on gaspillé du temps en ne pas recommandant fortement que les Montréalais portent le masque? Et à quel point pensez-vous que ce délai nous a mis dans la situation difficile que l'on vit aujourd'hui? Réponse. Il est difficile de parler de masque quand vous pensez à déconfiner. Quand vous êtes à la maison, vous n'avez pas besoin de masque à la maison, voyez-vous. Mais si vous commencez à ouvrir les commerces au détail, si vous ouvrez les écoles, là, je crois que ça devient important. La clé, c'est les transports collectifs, je pense. C'est que quand vous êtes à plus de 2 mètres, vous ne l'attraperez pas, le virus. Jusqu'ici, nous avons peut-être été chanceux parce que depuis 2 mois, il n'y avait pas beaucoup de gens dans le métro, dans l'autobus. Mais
Si nous commençons à ouvrir les entreprises le 25 mai, nous aurons plus de personnes. La densité sera plus haute et ce sera difficile de maintenir le 2 mètres. Ça devient donc plus important de mettre le masque. Aussi, deuxième chose, il était important de changer les habitudes des gens, une habitude à la fois. L'habitude la plus importante, c'était l'hygiène des mains. Donc, la fréquence de ce lavage de mains est les 2 mètres. Je pense que nous avons réussi. Je regarde les gens, ça et là, et on voit que les gens respectent cette consigne sanitaire. Maintenant, nous envisageons le déconfinement, il faut rajouter le masque. Nous ne pensons toujours pas qu'il faut rendre le port du masque obligatoire, car nous ne voulons pas dire aux gens qu'ils ne peuvent pas obtenir un masque, qu'ils ne peuvent pas, par exemple, se servir des transports en commun. Donc, nous allons travailler ensemble, Valérie et moi-même, afin de trouver suffisamment de masques pour les distribuer à toutes les personnes, car ces masques n'étaient pas disponibles ces 2 derniers mois. Nous étions en train de prioriser les travailleurs de la santé. Une dernière question. Nous avons entendu des cas où les enfants avaient des symptômes s'apparentant à la maladie de Kawasaki. Est-ce que cela vous préoccupait également dans la réouverture des écoles? Réponse. Pour ma part, je dirais que le phénomène de Kawasaki, donc les orteils bleus, c'est préoccupant à mesure que nous apprenons davantage sur le virus. Mais le problème de Kawasaki, c'est un problème rare. Il y a d'autres infections qui sont associées avec le syndrome de Kawasaki, mais on dirait qu'il y a une association avec la COVID-19 également. Mais non, je dirais que ce n'a pas été le critère principal, car cela voudrait dire que si c'était le critère principal, même si c'est rare, et même si on va probablement avoir des cas, c'est que si on ne se fie qu'à cela, on ne va jamais rouvrir les écoles, et ce n'est pas le cas. Je pense que nous procédons à des analyses, à des études, et d'autres juridictions également étudient le cas, et nous allons en tenir compte. La plupart des gens se sont rétablis, mais nous suivons ce dossier de près. Mais cela n'a pas été un des facteurs qui nous a motivés dans notre décision de reporter la réouverture des écoles. Question. Alors, c'était quoi le critère principal? Réponse. Le premier ministre en a parlé. C'était les critères de l'OMS, à savoir, on n'a pas vu assez de chutes dans le taux d'hospitalisation et de décès. Nous descendons, mais la pente est trop lente pour l'instant. Nous avons procédé à des tests, ça va dans les semaines à venir, mais en même temps, il y a la question de la capacité du système. C'est qu'on avait une capacité importante au début. On avait 7000 lits de disponibles, mais maintenant, nous avons plus de cas. Nous avons encore une surcapacité. Nous n'avons pas de problème avec les soins intensifs. Avec les soins intensifs, non. Mais si jamais il y avait de nouvelles flambées à Montréal, le système pourrait vivre des stress. Je pense que nous pourrions trouver des places en région, mais on a recommencé les interventions chirurgicales parce qu'il y a certaines interventions qui ne peuvent pas être reportées trop longtemps. Et voilà, tout cela, c'est un bouquet de facteurs. Et à chaque fois qu'on va devoir prendre la décision d'ouvrir ou non, il faut tenir compte de toutes ces éventualités. Et même dans vos habitudes personnelles, si vous ne vous protégez pas, et surtout si vous ne collaborez pas avec les consignes sanitaires, et vous pourriez être une source d'un drame qui nous ferait reculer en arrière. Merci beaucoup tout le monde.